Ceux qui ont déjà regardé plus d'une de mes vidéos se demandent peut-être pourquoi je finis mes analyses par « mais ce n'est que mon interprétation ». Non, personne? Vous vous en fichez tous? C'est pas grave, je vais quand même vous l'expliquer. Je pense et j'ai foi, je crois que tout art repose sur l'interprétation que s'en fait le spectateur, et qu'en cela, il se doit de garder une part de mystère. S'il se dévoile, il devient terne. Rien qu'une information de la science peut-être, mais pas de l'art. Pour autant, je ne crache pas sur le réalisme, qui est de l'art, assurément, mais qui laisse moins de place à l'interprétation, il est vrai. Il faut dire aussi qu'au départ, le réalisme fonctionnait comme une photographie, à l'époque où cet art n'existait pas, et qu'il fallait quand même reproduire la réalité. Et la réalité, elle aussi, abonde de mystère. Elle est bien justement le terreau de l'art. Toutefois, je pense important de préciser que certains amateurs d'art débattent encore aujourd'hui de l'intérêt du réalisme et de l'hyperréalisme afin de savoir si réellement ce genre appartient à l'art ou si c'est plutôt une sorte de démonstration technique. D'abord, distinguons deux sortes d'interprétation. L'interprétation de surface et l'interprétation de fond. Dans le réalisme, l'interprétation de surface prévaut. Dans le surréalisme, au contraire, on voit gagner l'interprétation de fond. Et notez bien que ces deux sortes d'interprétation, je les invente. Je me base sur mon ressenti et mon expérience personnelle, donc j'interprète. L'interprétation de surface, selon moi, nous permet de suivre une histoire. En quelque sorte, c'est un fil directeur. Et généralement alors, dans une histoire traditionnelle, on comprend un peu tous la même chose. Par exemple, à la fin de Roméo et Juliette, Roméo se suicide. L'interprétation de fond sera différente pour tout le monde. Elle représente la façon dont l'œuvre d'art résonnera sur nous. Et si elle fait bien son travail, on dira « moi ça me parle ». On peut comprendre le suicide de Roméo, le désespoir qu'il y a poussé, comme on peut le trouver ridicule et ne pas s'y retrouver. L'interprétation de fond est donc intrinsèquement liée à notre personnalité et notre façon de voir le monde, et elle jouera à déterminer notre film préféré par exemple, celui qu'on peut revoir des centaines de fois sans se lasser, comme une âme sœur. Alors le surréalisme saute la première étape et nous plonge directement dans une interprétation de fond. Pour le dire grossièrement, comme on n'y pige que dalle, notre inconscient va faire le taf à notre place. Personnellement, c'est ce que je préfère. Car pour mettre du sens, on laisse travailler notre imagination. On se lance soi-même dans un processus créatif. Et on devient artiste, au même titre que la personne qui a réalisé l'œuvre d'art, laquelle devient alors un outil, un portail. Et dans des histoires plus traditionnelles, on se laisse guider. Mais on arrive quand même au même résultat. Tout guide vers l'interprétation de fond. C'est la destination, propre à chacun. Le chemin, lui, est différent, mais le même pour tous, ou presque. L'interprétation, qu'elle soit de surface ou de fond, est plus qu'un processus, c'est un besoin. Elle se base sur notre pareidolie. Mais Jamie, qu'est-ce que c'est que la pareidolie? Content que tu demandes. On peut définir la pareidolie comme la tendance innée d'un être humain à percevoir des formes familières à travers des stimuli perceptifs arbitraires. C'est ainsi que l'on pourra voir des visages dans des cratères ou des animaux dans des nuages. La plupart d'entre vous connaissent déjà ce processus. Je ne suis pas le premier à en parler. Je trouve quand même qu'il s'accorde bien à l'art, en toute justesse, à l'art de l'omission. Que faut-il dire? Que faut-il au contraire taire? Sont deux questions que se posent sans cesse les artistes dans leur processus de création. Le ratio des deux réponses produira sur les deux extrémités d'un spectre, soit une banalité, soit un chef-d'œuvre. Entre alors la question du storytelling, de la narration. N'importe quel fait divers peut produire une œuvre d'art digne de ce nom, ou ne représenter que quelques lignes dans un quotidien. Tout dépend de comment on le raconte. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi un tableau, Christina's World du peintre Andrew Wyatt, qui renferme juste ce qu'il faut de mystère et de réalisme. Andrew Wyatt, le peintre donc, détestait ce tableau. Détester, le mot est un peu fort, il ne l'aimait pas beaucoup, et ce tableau n'a d'ailleurs pas connu de succès à l'heure où la mode se consacrait à l'expressionnisme. Aujourd'hui, la valeur de ce tableau est encore débattue. Il est peut-être autant décrié que déprécié. Certains n'y voient pas d'intérêt. Andrew Wyatt, lui, se demandait s'il n'aurait pas mieux fait de ne peindre qu'un champ, en insinuant la présence de Christina sans la montrer. Il voulait donc donner plus de place à l'interprétation. Le tableau n'en avait pas suffisamment à ses yeux, il y a pourtant matière à interpréter, nous allons le voir. Si on s'en tient à l'interprétation de surface, on observe une femme dans un champ. Elle porte le regard sur des maisons, posées sur la ligne d'horizon, en hauteur. L'interprétation de fond essaiera de savoir qui est cette femme, que fait-elle dans ce champ, comment se sent-elle, que ressort-il de la peinture et qu'y a-t-il dans ces maisons. Faites le jeu pour vous-même, essayez de répondre à ces interrogations, demandez à quelqu'un d'autre de faire de même, et vous trouverez un autre regard. Et plus l'on multipliera les regards, plus on s'éloignera de la réalité, car elle est objective et nos regards sont subjectifs. Tant mieux,
L'art sert entre autres d'échappatoire. Et c'est par l'interprétation qu'une œuvre d'art devient éternelle. Peu importe le temps passé à la produire, il n'égalera pas celui que pourront passer les spectateurs à la mâcher et la remâcher à l'aide de leurs imaginaires acérés. On joue à l'infini avec une œuvre d'art. Une fois tombé dans l'abysse labyrinthique, il est impossible de s'en lasser. Christina's World appartient au genre du réalisme. On peut maintenant se pencher sur l'un des maîtres du surréalisme, Dali, avec son tableau intitulé La persistance du temps. Ici aussi, il y a une interprétation de surface. On peut décrire un paysage, retrouver des horloges, identifier des couleurs. Pour le reste, cédons la place à l'interprétation de fond. Elle se modèlera autour d'un concept, le temps. On peut imaginer que les horloges ont fondu, mais même alors, si on arrive à poser du sens sur ce qu'on voit, on n'aura pas fini d'interpréter. Quand je vous dis temps, à quoi est-ce que vous pensez? Un concept vous vient à l'esprit, pas le même que le mien. Il est propre à vous. Votre appréciation du mot temps, votre interprétation de son signifiant, est unique en ce monde et peut-être tous les autres s'il en existe plus d'un. Mes phrases ont alors une infinité de sens et de significations. Nous arrivons tous, à part si j'ai échoué à me faire comprendre, à une approximation de ma pensée. Mais si l'on brode, que l'on réfléchit plus loin, on s'éloignera d'un sens commun et chacun partira de sa propre interprétation. Donc oui, l'art, quand il rapproche, est fait d'approximation. Et plus l'approximation est précise, moins l'art a laissé de place à l'interprétation. Ça ne veut pas pour autant dire que si l'art est vague, il est forcément bon. Non, il faut tout de même qu'il garde une certaine cohérence, avec lui-même, mais aussi avec la réalité. Une réalité que nous apprécions aussi tous différemment. Il y a des règles dans l'interprétation. Nous pouvons tout interpréter, même ce qui n'a pas de sens, mais plus vite et souvent l'on observera un manque de cohérence, plus vite on se lassera. L'art devient mauvais selon moi quand il n'est pas cohérent avec lui-même et son propre univers, ou alors lorsqu'il est banal. La difficulté n'est donc pas dans la justesse de l'interprétation, mais dans le fait d'arriver à communiquer une approximation à un groupe de personnes, une théorie si vous voulez, qui deviendra le sens que l'on donnera majoritairement à une œuvre d'art. Mais même alors, la subjectivité rentre en ligne de compte. Et il suffit que pour vous, simplement pour vous, une œuvre d'art ait du sens, un sens tout particulier, pour qu'elle soit belle. C'est pour ça aussi que l'art sert avant tout à celui qui le produit. C'est une façon d'échanger, un nouveau langage pour partager une interprétation unique, là où les mots échouent à le faire. Paradoxalement, ce langage est encore plus difficile à appréhender qu'un langage parlé. Mais il ne s'apprend pas, et on l'acquiert à la naissance. Tout art est universel. Il est là, disponible à tout un chacun. Pour autant, il n'est pas égalitaire. D'autres pistes de compréhension s'étendront à partir de l'éducation, l'expérience, parfois même l'identité. On se retrouve donc avec une base, qui est l'œuvre sans ornement, et que l'on étoffe ensuite avec ce que l'on connaît. On projette depuis l'intérieur sur l'extérieur, en reflet de ce qu'un artiste a lui-même projeté depuis l'intérieur sur l'extérieur. Cela nous pousse d'ailleurs à nous demander l'influence qu'a la culture sur nos appréciations d'un art. On peut voir qu'avant la mondialisation, les peuples avaient des conceptions propres de ce qu'ils jugeaient beau. Aujourd'hui, en Occident, tout se mélange un peu. L'identité empathie, les sociétés aussi, mais c'est un autre sujet débat, peut-être aussi sujet de discorde, donc ne nous engageons pas sur ce chemin. Aujourd'hui, on en apprend sur un peuple antique grâce à ses outils, mais aussi à son art. On comprend ce qu'il jugeait esthétique, ce qu'au contraire il trouvait laid, voire immoral. Dans la tradition chrétienne, l'imagerie satanique ressemble à l'imagerie divine de certaines divinités d'époque antérieure au christianisme, qui peuvent être représentées avec des cornes. C'est parfois voulu, car l'art dans sa connexion avec la culture est aussi un instrument de conquête. On risque souvent de diaboliser l'esthétisme d'un autre peuple pour le qualifier de sauvage, apparenté au diable. Toujours est-il que dans une société chrétienne, une œuvre d'art n'est pas interprétée de la même manière que dans une société celte, par exemple. Et cela défie le caractère universel de l'art. Ou pas. Car oui, je maintiens que l'art est universel. Il l'est dans la façon dont il se transmet, mais il ne l'est pas dans la façon dont il se comprend. Ce qui explique que beaucoup d'artistes obtiennent consécration à titre posthume, leur art ne parlait pas à leur époque, et d'autres artistes ont façonné des époques parce qu'ils ont réussi à parler à cette époque. Et n'oublions pas que certaines religions interdisent la musique, sans parler des nombreuses œuvres que des autorités morales ont bannies sous prétexte qu'elles pervertissaient les esprits. Le succès d'une œuvre d'art dépend donc en grande partie de l'interprétation qu'en fait une société, mais aussi à une échelle moindre, un individu. Il est beaucoup question de timing. On appréciera différemment une œuvre selon la période de vie que l'on traverse. Comment apprécier pleinement un livre sur le deuil, quand on a déjà fait le sien, ou que Dieu merci, on en a été préservé.
Oui, il faut que ça nous parle, que ça nous aide à exprimer ce qui se terre au fond de l'âme. Et il resterait tant à en dire, et on pourrait s'appesantir sur le concept même d'imagination. Mais honnêtement, je pense avoir fait le tour de ma pensée. Tout ce que j'espère, c'est d'être parvenu à faire germer une graine dans votre esprit. Je ne la verrai pas grandir, mais je l'imaginerai. Selon mon exposé, on peut être tenté de croire que tout est sujet à l'interprétation, que ce soit dans l'art ou dans la vie. Eh bien, ce n'est pas faux. On dit que la vie imite l'art, mais l'art copie la vie. Là où les deux diffèrent, c'est que dans l'art, l'interprétation est un but, dans la vie, c'est une coïncidence ou une simple incidence. C'est aussi pour ça que je déteste quand les auteurs donnent la réponse aux questions qu'ils posent dans leurs œuvres. Ils dérobent une part de mystère, en nous prenant parfois pour des imbéciles, ce qui blesse l'art de manière générale. Et vous, qu'est-ce qui vous touche? Quand vous en parlez, de quelles nuances de passion s'illuminent vos yeux? Qu'en avez-vous compris? Qu'en retenez-vous? Le savez-vous même? Ou vous faudrait-il produire une œuvre d'art pour l'exprimer? Je vous laisse avec ces questions, c'est tout pour moi.